Les aliens existent-ils? Voilà pour une bonne question de la matinale en ce lundi. C'est la question à laquelle tentent de répondre les États-Unis depuis pas mal de temps et on attend un nouveau rapport qui devrait arriver au Sénat d'ici à la mi-juin, disons. Le sujet n'a jamais autant été évoqué de façon officielle et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que certains éléments de ce rapport ont déjà fuité dans le New York Times notamment. Ce qu'on attend, c'est une explication crédible et réaliste concernant 120 incidents observés en vol par des pilotes de la Navy, sauf que le rapport reste très évasif selon certains observateurs. Alors, les ovnis ont-ils vraiment existé? Ont-ils été relayés de la bonne façon? Ce rapport nous dit-il certaines choses qu'on ne savait pas déjà? On se pose ces questions avec deux invités. En plateau, en studio avec nous, Jean-Michel Abrassard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur du podcast Scepticisme scientifique, auteur du livre Pour en finir avec le paranormal, paru aux éditions Jourdan. On en reparlera dans un petit instant parce qu'il y a des phénomènes psychologiques évidemment au fait qu'on croit tous ou non à ces ovnis et à l'existence d'aliens. On est aussi en visioconférence avec Emmanuel Jehin, astronome à l'Université de Liège. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors vous dites que les gens ne connaissent pas bien le ciel ni l'univers et que du coup on croit beaucoup à ce qu'on a envie de croire. Qu'est-ce qu'on attend de ce rapport concrètement pour les téléspectateurs qui n'auraient peut-être pas suivi l'actualité du week-end? Alors je crois que ce rapport, certaines personnes attendent beaucoup de choses et notamment, je dirais peut-être la preuve définitive que les extraterrestres existent bien et nous visitent régulièrement puisque ici c'est en fait au Congrès américain à des experts qu'on a demandé de faire un rapport sur des observations très particulières qui ont été observées par des marines américains. Alors il faut signaler que on ne va pas parler... Le rapport n'est pas sur toutes les observations d'OVNI, mais est vraiment focalisé sur l'observation par les militaires américains, qui est un petit peu la nouveauté, on va dire, par rapport aux observations d'OVNI depuis un an, en fait depuis bien plus longtemps que ça, mais depuis un an où le New York Times a montré ces nouvelles vidéos, qui en fait ne sont pas de nouvelles vidéos, puisqu'elles datent de 2004 et de 2015. Ouais, donc en fait c'est des vidéos et pour lesquelles l'actualité portait sur le caractère réel et non modifié de ces vidéos, puisque l'armée avait confirmé l'authenticité des images. Et donc c'est vrai que les pilotes disaient avoir vu des objets qui disparaissaient très rapidement, qui allaient très vite et qui faisaient peu de bruit. On va s'interroger sur le phénomène psychologique que cache cet événement. Première question, Jean-Michel Abrassard, pourquoi est-ce que tous nos yeux, partout dans le monde, sont rivés sur ce rapport américain? Je pense qu'il y a l'idée de la conspiration derrière. On a tous vu des séries TV qui nous disent que les Américains, l'armée connaîtrait la vérité sur les ovnis depuis l'affaire Roswell. Et donc il y a vraiment un fond. Donc l'affaire Roswell, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est effectivement l'idée qu'on ait pu découvrir des matériaux liés à la présence d'ovnis et donc d'extraterrestres sur Terre. Oui, même des corps, enfin ça dépend. Donc il y a vraiment toute une mythologie qui s'est construite autour de l'affaire Roswell. Et donc que les Américains connaîtraient la vérité. Et donc les ufologues, depuis longtemps, espèrent ce qu'ils appellent le disclosure, donc la révélation que finalement l'armée viendrait vers le public et dirait en fait on a un corps extraterrestre congelé quelque part dans un laboratoire. Et donc ce rapport, c'est un peu ça que les gens espèrent, mais bon, ça sera pas ça, on le sait déjà. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des ovnis et des extraterrestres. Donc il y a des témoignages de personnes qui disent avoir vu un objet volant non identifié. D'ailleurs maintenant on dit phénomène aérien non identifié, on ne parle plus d'objet. Ça c'est aussi une dimension importante. Pourquoi on ne dit plus le mot objet? Je pense qu'une des raisons pour laquelle certains scientifiques sont passés donc au CNES par exemple, vers la terminologie de PAN, donc phénomène aérien non identifié, c'est pour essayer de donner de la légitimité au sujet, parce qu'OVNI, ça fait pas sérieux, donc bon, ils essayent par un petit truc linguistique de donner plus de sérieux au sujet, mais les PAN, c'est des ovnis, il faut bien dire ce que c'est. Emmanuel Jehin, si on ne dit plus objet, c'est aussi parce que selon les astronomes, en fait, on n'a aucune preuve qu'il s'agit vraiment d'objets. Oui, tout à fait. Donc OVNI veut dire objet volant, alors qu'en réalité, la plupart des ovnis, ce sont des phénomènes qui se passent dans le ciel et qui ne sont pas nécessairement des objets, qui sont des phénomènes atmosphériques. Parfois, on confond un nuage lenticulaire avec une soucoupe volante, alors que c'est un phénomène météorologique bien connu des météorologues. On va confondre
un objet volant avec par exemple la planète Vénus, très brillante à ras de l'horizon, avec une grosse étoile filante, et ce ne sont pas des objets volants dans notre ciel. Et donc je m'occupe d'un groupe d'astronomie depuis une trentaine d'années maintenant, et je peux vous dire que des ovnis, régulièrement on a des témoignages, et particulièrement quand on en parle à la télé ou dans les médias, parce que les gens vont se mettre à regarder le ciel et vont voir toute une série de phénomènes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et alors c'est en toute bonne foi qu'ils vont penser voir quelque chose dans le ciel. Et donc ici avec le groupe Astronomie de Spa par exemple, où, au travers de mon métier, j'essaye d'expliquer ce qu'on peut voir dans le ciel. Et dans la plupart des cas, quand on a un témoignage assez précis, qu'on peut remonter aux informations, on va en effet pouvoir identifier ce qui se passe dans le ciel. Bien sûr, il reste toujours une petite fraction de choses inexpliquées. Oui, et d'ailleurs, on y reviendra. Il y a la différence entre les ovnis que l'on voit dans le ciel terrestre, donc de notre terre bleue, et il y a la présence d'aliens dans l'univers. Et là-dessus, les astronomes n'en font pas un même sujet. Je voulais simplement signifier que l'image qu'on a vue, c'est ces fameux 3 phares qui sont issus de la vague belge qu'on a vue dans les années fin 80, début 90, où des centaines de Belges avaient vu ces trois phares et se demandaient ce que c'était. Donc ça représente vraiment les témoignages des Belges qui auraient vu des objets volants non identifiés. Martin. Donc je voulais rebondir sur ce que vous disiez, professeur. Vous, en 30 ans d'observation, finalement, quel a été le ou les cas les plus symboliques ou sur lesquels vous avez des doutes, quoi, alors ce serait quoi? Oui, alors en fait, j'ai travaillé pendant des années à l'observatoire de Paranal au Chili avec les très grands télescopes et je m'amusais à collectionner les images dans lesquelles j'avais des observations que je ne pouvais pas expliquer. Et vous en avez régulièrement. Mais en fait, en faisant des petites recherches, par exemple, un phénomène que j'ai observé et qu'il m'a fallu plus de 4 mois pour l'identifier, c'était la mise à feu d'un étage de fusée pour aller mettre un satellite GPS sur son orbite géostationnaire. J'ai pu finalement retrouver l'information grâce à une personne qui travaille dans le domaine. Une autre observation très intéressante, c'est justement cette vague d'ovnis belges. Je peux vous dire que les astronomes amateurs à cette époque, on était tous sur le qui-vive, on espérait tous pouvoir le voir et je commençais mes études de physique. Et donc un jour, en allant observer les étoiles avec mes amis du groupe Astronomie à Spa, il y avait une vingtaine de personnes sur le bord de la route en train de regarder le ciel et on a vu ce triangle, 3 points blancs avec un point rouge au milieu. Nous avons sorti nos instruments et quand nous les avons pointés sur cet objet qui se déplaçait légèrement, alors je dis bien objet parce qu'on avait l'impression que c'était un objet, un triangle, quand on a pointé nos jumelles et notre télescope, on s'est rendu compte tout de suite que ça avait la forme d'un avion, un fuselage noir sans aucun éclairage. Et je veux revenir sur l'image que vous avez montrée parce que là, c'est vraiment le contre-exemple parfait. Cette image qui figure en couverture du livre de la SOBEPS, qui récoltait les témoignages de l'époque, est un oups. En fait, c'est quelqu'un qui a créé cette image dans son garage et on l'a appris seulement 20 ans plus tard. Mais il y a des images qui sont authentiques. Alors après, il y a beaucoup de choses dans l'ufologie, ça on le comprend bien. Celle-ci, c'est l'ovni de Petit Rechin, c'est un oups, c'est un faux. On poursuit avec le phénomène psychologique. Là, ce que nous explique Monsieur Jehan, ça nous montre aussi que finalement, certains témoignages ou certains témoins sont sûrs et certains d'avoir vu quelque chose de réel, et notamment Barack Obama, et c'est là aussi qu'on dit que le sujet devient de plus en plus officiel et abordé de plus en plus officiellement, nous a dit en 2019, ce qui est vrai, et je suis très sérieux à ce sujet, c'est qu'il existe des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne connaissons pas l'origine. Or, vous êtes un pro de la rationalité, du rationalisme, et vous dites on peut tout expliquer, ce fantasme selon lequel on ne peut pas expliquer certains phénomènes paranormaux, c'est faux, on peut tout expliquer. Non, mais je pense que pour le phénomène OVNI, à l'heure actuelle, le GEPAN, le service OVNI du CNES, ils font des statistiques pour savoir quel pourcentage on ne sait pas expliquer d'observation. Ils en sont à quelque chose comme 3%, ce qui est pas grand-chose. Ça veut dire que 97% des observations, soit on n'a pas assez d'éléments pour se positionner, soit on sait les expliquer. Donc la grande majorité des observations, on sait les expliquer. Alors après, le seul problème, c'est qu'en fait, ne pas savoir expliquer une observation, on peut rien en déduire. Justement, c'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer quelque chose que ça veut dire extraterrestre. C'est l'association que fait généralement le grand public, mais en réalité, non. Et ce phénomène du doute, alors, qui enlise encore le fantasme autour de la présence d'aliens, c'est lié à quoi? Toute notre vie, l'être humain a voulu croire en le débarquement d'extraterrestres sur Terre. Ça, c'est depuis des millénaires.
Oui, puis je crois qu'il y a plusieurs choses, mais déjà au XXIe siècle, on a tous baigné dans la science-fiction qui nous montre ces images sans arrêt, et donc on a tous envie d'y croire, ce qui est la fameuse phrase d'X-Files, I want to believe, hein, j'ai envie d'y croire. Et donc forcément, quand on y imaginait là-dedans, l'influence de la culture est énorme. Maintenant, pour moi, le phénomène ovni, c'est un peu comme une mythologie moderne, et c'est vrai que les extraterrestres de l'ufologie, c'est un peu comme les anges et les démons, ou les fées du temps passé, mais qui ont pris une nouvelle forme plus crédible scientifiquement, parce qu'on pense que c'est des extraterrestres, donc ça paraît plus plausible. Si les gens disent j'ai vu une fée directement, voilà, les gens. Qu'est-ce que les gens réagissent comme ça. Ouais. Monsieur Juin, vous, en 30 ans d'observation, est-ce que vous diriez que ces phénomènes, on peut les expliquer ou bien vous êtes toujours dans la situation de quelqu'un qui croit? Alors en fait, beaucoup de phénomènes, comme on l'a dit, on peut les expliquer quand on a des observations suffisantes. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le rapport qui va être rendu, ce n'est pas le premier. Aux États-Unis, il y en a déjà eu 8, à peu près un à chaque décade, et c'est chaque fois la même conclusion. On n'a pas assez d'éléments pour pouvoir donner plus d'informations. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez d'éléments? Regardez ces vidéos. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Très peu de choses en fait, parce que la qualité de ces informations sont assez mauvaises. Et en fait, pour être confronté aux témoignages de beaucoup de personnes, les gens, en toute bonne foi, je le répète, voient des choses dans le ciel. Parfois, ça peut être une hallucination. On sait qu'on peut avoir des hallucinations, mais parfois, on voit vraiment quelque chose, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et donc, il y a une part d'irrationalité chez les gens pour pouvoir associer ça avec quelque chose d'extraordinaire. Le scientifique va essayer de trouver des explications concrètes. Moi, ces images, j'aimerais bien qu'on m'explique à quelle distance est l'objet, quelle taille fait l'objet, quelle est la température dégagée, puisqu'on a des images, a priori, d'avions militaires, et donc on s'attendrait à quelque chose d'assez précis. Mais quand on fait de la science et qu'on utilise des instruments, très souvent, on a parmi ces observations des choses qu'on ne sait pas expliquer, parce qu'il y a un problème avec l'instrument, il y a quelque chose qui est pris dans des conditions qui ne sont pas habituelles, etc. Donc il peut y avoir des tas de paramètres. Et donc, le gros problème vraiment récurrent dans le phénomène OVNI, c'est qu'en effet, on n'a pas d'observation de suffisamment bonne qualité pour conclure. Je dirais que pour dire que les OVNI sont des extraterrestres, à une hypothèse aussi extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. Il ne faut pas juste dire « Ah, mais on ne sait pas le prouver, du coup, c'est les extraterrestres ». Non, il faudrait vraiment une preuve que cet engin vient d'au-delà de la Terre, suit une orbite qui n'est pas quelque chose qu'on connaît sur la Terre, que ce qu'on observe, et voir une belle image pour de vrai observée par beaucoup de gens est reproductible, que ce qu'on voit est totalement différent de ce qu'on connaît sur Terre. Mais c'est là qu'on comprend à quel point le doute a son importance dans ce dossier, et on vous demandera dans un instant pourquoi les États-Unis laissent planer ce doute, puisqu'on sait qu'une partie du rapport sera confidentielle. Mais avant d'aller plus loin, vous évoquez ce phénomène parfois de mimétisme entre un témoignage et un autre, et on a beaucoup parlé de contagion psychosociale lors de cette vague d'observation d'objets non identifiés en Belgique entre 89 et 91. Ce phénomène, est-ce qu'aujourd'hui il est crédible, sachant que des témoignages ont été lancés parfois à des minutes d'intervalle sans que la presse ait pu interagir. Donc on comprend mal en fait ce mimétisme. Oui, mais pendant la vague belge, il faut toujours voir quand est-ce que le témoignage a été récolté versus quand on dit que la personne a vu l'objet. L'influence, elle peut, si la personne elle dit avoir vu l'objet à tel jour, elle témoigne 1 ou 2 semaines plus tard. Dans l'intervalle, elle a eu le temps de lire les articles dans la presse, de voir les informations au journal. Mais les coups de téléphone passés justement au COBEPS qui récoltait les témoignages à ce moment-là, vu que c'était pas structuré, c'est à des minutes d'intervalle. Non, il y avait un temps assez important qui pouvait s'écouler. Les gens témoignaient parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et du coup, l'influence de ce qui avait été diffusé dans les médias était là. Et donc forcément, les médias, les journaux TV, les donnaient... Voilà ce que vous êtes supposé voir, c'est un ovni triangulaire qui a l'air comme ça, et donc ça a influencé les témoignages. Et donc, à votre avis, ça n'est pas volontaire de produire le même témoignage qu'on a entendu parce qu'on a envie d'être dans le coup? C'est pas volontaire, non, mais ça peut jouer par exemple au niveau de la sélection, c'est-à-dire la personne voit quelque chose qui ressemble à un triangle et elle sait que pour le moment ce qui est à la mode c'est le triangle, elle va avoir plus tendance à le rapporter, tandis que si elle voit plutôt un rond, elle se dit bon non, là ça doit être un ballon. Donc au niveau de la sélection et même au niveau de la SOBEPS, la sélection a été faite. Quand on leur téléphonait, qu'on disait on a vu un triangle, ça les intéressait plus que quand on leur téléphonait où on disait j'ai vu un rond. Donc c'est pas volontaire, ça a des mécanismes non conscients, mais il y a quand même un tri qui se fait à un moment donné. Hein. Mais, Monsieur Juin, pour le rapport des États-Unis, est-ce que ceux qui vont faire le rapport, ce sont des parlementaires, des scientifiques ou bien c'est un mélange de différentes disciplines?
C'est une bonne question. Ce n'est pas très clair pour moi. Je pense qu'ils ont clairement demandé à des spécialistes que ce soit... là, il faut bien se rendre compte que ces images, ce sont des images radar. Hein, donc, il faut pouvoir interpréter correctement les images qu'on voit. Si vous regardez de près, vous voyez de temps en temps que l'objet est noir, de temps en temps il est blanc. C'est quand il passe d'un mode à l'autre de la caméra. Donc, il faut pouvoir analyser tout ça. Ce qui est très intéressant que j'ai vu, c'est que également des scientifiques de la NASA, c'est-à-dire des astronomes très souvent, vont également regarder ces images. Mais ils ne font pas partie de ce groupe d'études. Et donc, c'est aussi intéressant. J'aimerais signaler que les astronomes, il y en a des centaines, des milliers, et que chaque nuit, vous avez des centaines d'astronomes avec des centaines de télescopes qui regardent continuellement le ciel depuis une cinquantaine d'années avec des technologies toujours plus importantes. On a découvert plus de 1 million d'astéroïdes dans notre système solaire et chaque semaine, on découvre des dizaines d'astéroïdes qui passent notamment à proximité de la Terre, qui sont des tout petits objets de quelques mètres, quelques dizaines ou centaines de mètres de diamètre. Et que parmi tous ces objets, on n'a pas trouvé de vaisseau, c'est-à-dire on n'a pas trouvé un objet qui aurait une trajectoire qui change de direction rapidement, par exemple. Mais donc, professeur, sur la probabilité qu'il y ait une vie extraterrestre et qu'elle ait pris contact avec nous, là, vous douchez un peu notre enthousiasme, quoi. Alors, je pense qu'il faut toujours rester ouvert à toute chose. Malheureusement, ici, je peux vous le dire, les astronomes, est-ce qu'il y a des astronomes qui ont montré que les extraterrestres étaient venus nous visiter? C'est quand même notre travail un petit peu aussi tous les jours d'analyser ce qui se passe dans l'univers. Malheureusement, je peux vous dire que pour la plupart, c'est non. Mais l'intérêt est de pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe. Je suis totalement convaincu qu'il existe de la vie autre part dans notre galaxie et peut-être énormément de vie autour de beaucoup de planètes, qu'il y a probablement également de la vie intelligente qui a pu atteindre une technologie, mais de là à faire le saut entre ces planètes et notre planète, la Terre, les distances sont tellement gigantesques qu'il faut des centaines d'années pour pouvoir se déplacer. Et que si ils étaient venus jusqu'à nous, je ne pense pas que c'est pour s'amuser à jouer à cache-cache avec les militaires américains, par exemple, mais que pourrait... Mais parce que ça, c'est intéressant, vous dites cache-cache, et c'est vrai que dans plusieurs témoignages, notamment des pilotes, et pas que de la Navy, puisqu'on a beaucoup de témoignages de pilotes, certains ont le sentiment qu'on a joué avec eux, que c'était un objet, en fait, qui jouait parce que c'était pas une trajectoire linéaire, c'était pas une trajectoire évidente à cerner, qu'il y avait un peu cet intérêt, cette curiosité. Donc on sent qu'il y a un vrai récit qui s'est construit dans les témoignages eux-mêmes. Là, on va poser la question au docteur en psychologie. On peine à ne pas croire en ces récits. Et quand on voit, je vais un peu plus loin, Jean-Claude Bourret, qui est un ancien journaliste bien connu de chez nos voisins français, qui a étudié les phénomènes ovnis, qui a entendu énormément de témoignages et qui a dit, quand j'entends quelqu'un me dire « j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai même rencontré », parce qu'il y a aussi des rencontres du troisième type, je peine à croire que c'est un mensonge. Oui, mais je pense que la grande majorité des témoins ne mentent pas, hein, ça c'est sûr. Mais par exemple, les scientifiques ont mis en évidence qu'il y a des gens qui confondaient parfois la Lune avec des soucoupes volantes. Et alors ils sont en voiture, et alors ils ont l'impression que l'objet les suit. Forcément, parce qu'il y a l'illusion. Oui, mais allez, ça c'est quand même prendre des témoignages les plus précaires. Il y en a quand même un certain nombre, mais donc non, c'est parce que souvent ces témoignages sont impressionnants et les gens ont peur, ils disent que l'objet les traque. C'est pour ça que je pensais à ça quand tu as mentionné ça. Ils ont vraiment une sensation effrayante. Encore au 21e siècle, les gens croient à ça aussi. Ah oui, tout à fait. Oui, non, c'est pour ça que c'est impressionnant. Hein. Donc oui, non, les gens ont une réaction. Enfin, ça se joue dans leur tête. Forcément, dès qu'ils pensent qu'ils sont en danger. Oui, mais allez, il y a quand même des témoignages qui vont plus loin que juste, je pense que quand on pense à ces deux gendarmes, toujours de la vague belge, qui ont vu cet objet, qui ont essayé de le suivre, qui ont vraiment eu conscience qu'il y avait quelque chose d'étrange, qui ont été très détaillés dans leur description, on peine à croire que c'est juste deux gendarmes qui ont cru, alors qu'en fait c'était une étoile. Oui, c'est ça. Il y a des témoignages qui sont détaillés. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'argument d'incrédulité. Voilà, j'ai du mal à le croire. Ok, moi je veux bien entendre l'incrédulité, c'est le contre-argument classique, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, il faut apporter des preuves, et c'est ce que l'astronome a dit. Des preuves qui est vraiment des visites extraterrestres, c'est pas deux mais gendarmes. Si même des images, si même des témoignages, c'est pas une preuve suffisante, c'est quoi la preuve? On attend qu'on nous dise. C'est clairement je suis passé par ici. I was here. On l'a invité en plateau. C'est ça. On a un invité surprise aujourd'hui. C'est clairement ça. Je veux dire, si vous voulez prouver
prouver, je dis toujours l'exemple du monstre du Loch Ness, si vous voulez me prouver que le monstre du Loch Ness existe, il faut le capturer. Pour un extraterrestre, moi, vous me trouvez un extraterrestre, vous me trouvez un échantillon de technologie. Dans ce rapport, on aurait pu avoir, on a de la technologie extraterrestre. Mais il y a un pan du rapport qui reste secret, justement. Oui, moi, bon, peut-être qu'il y aura une annonce mirobolante en disant j'ai de la technologie, un vaisseau chez nous, mais moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas, vous. Emmanuel Jehan, pour revenir, et on va terminer là-dessus, sur ce que dit ce rapport, parce qu'on va quand même rappeler que certains éléments ont fuité dans la presse. On cherche toujours à identifier ces 120 incidents, pourquoi ont-ils eu lieu, quels étaient ces objets ou ces phénomènes aériens non identifiés. Et donc les options sur la table, c'est soit un ballon de recherche, voilà, des technologies hypersoniques développées par la Russie ou par la Chine, donc on parle beaucoup d'espionnage, ou alors effectivement un phénomène qu'on est incapable d'identifier et qui serait alors plutôt relatif à la présence d'extraterrestres. Est-ce que ces trois scénarios, sans compter le troisième qu'on a déjà abordé, donc les deux premiers, sont-ils réalistes d'après vous? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'espionnage tant d'années plus tard avec toujours les mêmes phénomènes? Alors je crois que si les Américains mettent une clause de confidentialité, c'est évidemment par rapport à ce qui pourrait toucher en effet de l'espionnage ou des technologies particulières. Ce qu'ils disent clairement, c'est que ce ne sont pas de la technologie à eux, ce n'est pas quelque chose qu'ils auraient d'une autre, je vais dire, composante de l'armée, par exemple, qu'ils auraient pris pour quelque chose d'autre, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser et analyser ces images correctement, comme on le fait en tant qu'astronome quand on analyse nos images. J'espère que c'est ce qui va être fait notamment aussi par les gens de la NASA, pour amener des chiffres sur ces images, pour pouvoir quantifier ce qu'on voit. Je pense personnellement qu'on ne peut pas du tout, quand on parle d'accélération très bizarre, etc., sur les images, on ne peut pas du tout exclure le fait que ce qu'on observe là, c'est quelque chose en réalité de tout près, quasi sur la caméra notamment. Donc il y a beaucoup de possibilités encore à creuser pour ces phénomènes. Ici, rappelons que c'est principalement lié à des observations de la Navy, et notamment qui se sont passées en 2014 et 2015, donc il y a pas mal de temps, lorsqu'il y avait des opérations dans une certaine zone, et que c'est les avions qui ont rapporté ces observations. Moi, j'aimerais bien signaler que la meilleure observation, peut-être la plus précise pour la possible visite d'extraterrestres sur la Terre, a été faite il y a 3 ans, avec la découverte par les astronomes d'un objet qui avait une orbite clairement, qui n'appartient pas à notre système solaire et qui est venu à proximité de notre solaire et de la Terre, en fait. Mais on s'est rendu compte, après des études plus poussées, qu'en fait, il s'agissait probablement d'une petite comète venue, en effet, d'un autre système planétaire. Mais il faut amener des preuves concrètes et scientifiques à ces observations pour pouvoir déduire qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre, par exemple. Mais je répète que nous, les astronomes, nous sommes convaincus qu'il existe bien sûr de la vie autre part dans notre galaxie, notamment, mais que de là à dire qu'ils sont là parmi nous, c'est vraiment quelque chose énorme. C'est là qu'on comprend qu'il y a effectivement deux questions dans ce débat. Les aliens existent-ils? Question numéro 1. Les aliens nous ont-ils rendu visite? Question numéro 2. Cette question, on se la pose depuis la nuit des temps, comme le rappelait très bien Jean-Claude Bourret, qui disait qu'on voyait des objets volants non identifiés depuis les premières civilisations. Donc c'est pas une question dont on aura la réponse très prochainement, et sans doute pas avec ce rapport qu'on attend, on le rappelle, le 26 juin. Merci à nos deux invités, Jean-Michel Abrassard, docteur en psychologie, et Emmanuel Jehan, astronome à l'ULiège, d'avoir été dans la matinée.